La lumière du matin s'étirait doucement sur les façades du Mistral, comme si la ville elle-même hésitait entre la quiétude et une tension invisible qui ne demandait qu'à éclore. Dans cet équilibre fragile, certains cœurs battaient plus fort que d'autres, portés par des émotions contradictoires, oscillant entre espoir, désir et inquiétude sourde. Rien, en apparence, ne laissait présager les secousses à venir, et pourtant, chaque geste, chaque regard semblait chargé d'une intensité particulière, comme si tous pressentaient que cette journée ne serait pas ordinaire. Sur la plage, le vent léger caressait les cheveux de Morgane, qui observait l'horizon avec une attention presque méditative. À ses côtés, Baptiste tentait de masquer son trouble derrière une décontraction maladroite, conscient que ce moment avait quelque chose de décisif. Leur pique-nique improvisé ressemblait à une parenthèse hors du temps, un instant suspendu où leurs anciennes tensions semblaient s'être dissoutes dans la douceur ambiante. Ils avaient été comme chien et chat, incapables de s'entendre sans se provoquer, sans se heurter dans des échanges souvent électriques. Pourtant, au fil des jours, une complicité inattendue avait pris racine, fragile mais sincère, nourrie par des silences plus éloquents que leurs disputes passées. Morgane, d'ordinaire si prudente, se surprenait à rire sans retenue, tandis que Baptiste, lui, retrouvait une légèreté qu'il croyait perdue. C'est alors que le moment sembla naturellement s'imposer à eux, comme une évidence silencieuse. Baptiste s'approcha légèrement, son regard accroché à celui de Morgane avec une intensité nouvelle, presque troublante. Elle ne recula pas, au contraire, elle laissa cette proximité s'installer, son cœur battant plus vite, envahi par une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais au moment précis où leurs lèvres étaient sur le point de se rencontrer, la réalité s'imposa avec une brutalité inattendue. Le téléphone de Baptiste vibra, brisant la magie naissante. L'appel venait de la crèche, et la voix inquiète à l'autre bout du fil lui annonça que Mathis avait de la fièvre. En un instant, l'atmosphère changea, et l'urgence remplaça la douceur. Baptiste se figea, partagé entre son rôle de père et ce qu'il était en train de vivre avec Morgane. Cette dualité, si familière dans sa vie, revenait s'imposer sans prévenir, lui rappelant que rien n'était jamais simple. Morgane, de son côté, comprit immédiatement, et derrière son sourire compréhensif se cachait une légère déception qu'elle ne voulait pas montrer. Le silence qui suivit fut étrange, presque lourd, comme si chacun cherchait à préserver ce qui venait de naître malgré l'interruption. Baptiste s'excusa, maladroitement, tentant de trouver les mots justes, tandis que Morgane hochait la tête, consciente que ce moment n'était pas perdu, seulement suspendu. Avant de se séparer, cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Comme pour ne pas laisser la situation s'échapper sans lui donner un sens, Baptiste se pencha vers Morgane, cette fois sans hésitation. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser bref mais chargé d'une intensité sincère, un geste qui venait sceller ce qui n'avait pas encore été nommé. Ce baiser n'était pas spectaculaire, ni même parfaitement maîtrisé, mais il avait une vérité désarmante. Il portait en lui toutes les hésitations, toutes les émotions contenues, et surtout, la promesse silencieuse de quelque chose de plus grand. Morgane resta un instant immobile après qu'il se soit éloigné, comme si elle cherchait à graver ce moment dans sa mémoire. Lorsqu'ils se quittèrent finalement, chacun emportait avec lui une sensation étrange, mélange de frustration et de bonheur naissant. Baptiste partit précipitamment, l'esprit déjà tourné vers Mathis, mais le cœur encore accroché à ce qu'il venait de vivre. Morgane, elle, resta quelques instants sur la plage, laissant le vent emporter ses pensées. De retour chez elle, elle retrouva Laura, qui ne tarda pas à remarquer le changement dans son attitude. Morgane tentait de paraître naturelle, mais son regard trahissait une agitation intérieure inhabituelle. Après quelques hésitations, elle finit par céder, laissant échapper ce qu'elle ressentait réellement. Elle avoua, presque à contre-cœur, qu'elle n'était pas insensible au charme de Baptiste. Ces mots, simples en apparence, semblaient pourtant lourds de conséquences pour elle, qui avait appris à se protéger, à ne pas s'abandonner trop facilement. Pourtant, cette fois, quelque chose était différent, plus profond, plus troublant. En évoquant ce baiser, son cœur s'emballa à nouveau, comme s'il refusait de se calmer. Elle avait l'impression de redécouvrir une sensation oubliée, celle d'un amour naissant, fragile mais intense, qui s'imposait sans prévenir. Et malgré elle, une comparaison s'imposa à son esprit, celle avec Jules, une histoire passée qui avait laissé des traces. Cette pensée ne la fit pas reculer, au contraire. Elle comprit que ce qu'elle ressentait pour Baptiste n'était pas une simple illusion, mais une émotion réelle, capable de la bouleverser. Et cette prise de conscience la troubla autant qu'elle la réconforta. Dans le même temps, ailleurs dans le Mistral, une autre histoire se jouait, portée par une intensité différente, plus douloureuse, presque dépendante.
Apolline venait tout juste de revenir de Londres, et son premier réflexe avait été de retrouver Léa. Leur rencontre dans un parc avait quelque chose de profondément intime, comme si le monde autour d'elle n'existait plus. Le sourire d'Apolline en voyant Léa traduisait un attachement évident, presque viscéral. Elle lui offrit un album dédicacé qu'elle avait ramené de son voyage, un geste simple mais chargé de sens, comme une tentative de maintenir un lien malgré la distance. Léa accueillit ce cadeau avec émotion, touchée par cette attention. Leur complicité semblait intacte, renforcée par le manque qu'elles avaient ressenti l'une pour l'autre. Les regards échangés, les gestes hésitants, tout témoignait d'un attachement sincère. Et lorsque le moment de se séparer arriva, Léa prit une initiative qui changea la dynamique de leur relation. Elle embrassa Apolline, un geste spontané, presque instinctif, comme si elle ne pouvait plus contenir ce qu'elle ressentait. Ce baiser, contrairement à celui de Morgane et Baptiste, n'était pas hésitant. Il était affirmé, révélateur d'un désir profond, mais aussi d'une confusion émotionnelle. En lui promettant qu'elle se reverrait bientôt, Léa laissa Apolline dans un état de bonheur fragile, persuadée que leur histoire pouvait continuer. Pourtant, derrière cette apparente certitude, quelque chose vacillait déjà, imperceptible mais bien réel. Plus tard, seule avec sa mère, Léa laissa tomber les masques. Face à Babette, elle exprima ce qu'elle ressentait réellement, sans détour, sans filtre. Elle avoua qu'Apolline lui manquait, qu'elle pensait constamment à elle, incapable de l'oublier. Ces mots, sincères, semblaient pourtant porter en eux une contradiction. Car au fil de la discussion, une prise de conscience s'opéra. Babette, avec la lucidité que lui donnait son expérience, guida sa fille vers une réflexion plus profonde. Elle ne lui imposa rien, mais ses paroles firent émerger une évidence que Léa refusait jusque-là de voir. Léa comprit que malgré ses sentiments, continuer cette relation n'était peut-être pas la meilleure décision. Cette réalisation, brutale, la déstabilisa. Elle se retrouvait face à un choix impossible, tiraillée entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle pensait être juste. Pendant ce temps, Apolline, de retour à la résidence, ne soupçonnait rien de ce bouleversement intérieur. Elle cherchait du réconfort, incapable de gérer seule l'intensité de ses émotions. C'est vers Steve qu'elle se tourna, comme une évidence, lui qui avait toujours été présent pour elle. En larmes, elle lui confia ce qu'elle ressentait, sans retenue. Elle avoua être devenue dépendante de Léa, incapable d'imaginer sa vie sans elle. Ces mots, lourds de sens, révélèrent une fragilité qu'elle ne montrait jamais habituellement. Steve, déstabilisé, tenta de la rassurer, mais ses paroles semblaient insuffisantes face à la profondeur du désarroi d'Apolline. Il comprenait son attachement, mais percevait aussi le danger d'une telle dépendance. Et malgré sa bonne volonté, il se retrouvait impuissant face à la détresse de son ami. Ainsi, tandis que certains découvraient la légèreté d'un amour naissant, d'autres s'enfonçaient dans une relation où les sentiments devenaient une source de douleur. Et dans ce contraste, le Mistral semblait retenir son souffle, comme si toutes ces histoires, aussi différentes soient-elles, allaient bientôt se rejoindre dans une même tempête émotionnelle. Pendant ce temps, au cœur du Mistral, une tension d'un tout autre genre commençait à s'installer, plus insidieuse, presque imperceptible au premier regard. Thomas, encore marqué par les événements récents, tentait de retrouver un semblant de normalité, mais quelque chose en lui refusait de s'apaiser complètement. Même si les médecins se voulaient rassurants, une part de lui restait accrochée à une sensation étrange, difficile à définir, comme un pressentiment diffus. Dans les couloirs de l'hôpital, il s'était soumis à une IRM cervicale, non sans une certaine appréhension. L'examen, froid et impersonnel, contrastait avec le tumulte intérieur qui l'habitait. Allongé, immobile, il avait laissé ses pensées dériver, se demandant si cette chute avait laissé des traces invisibles, plus profondes que ce que les machines pouvaient détecter. Lorsque les résultats tombèrent enfin, le verdict fut sans appel, tout allait bien. Aucun signe de lésion, aucune anomalie. Une bonne nouvelle, en apparence, qui aurait dû le soulager complètement. Pourtant, en quittant la salle, Thomas ne ressentit pas le soulagement attendu. Il y avait toujours cette impression persistante, comme si quelque chose lui échappait. Gabriel, fidèle à lui-même, tenta de ramener la situation à quelque chose de rationnel. Avec douceur mais fermeté, il conseilla à Thomas de se reposer, de ne pas se laisser envahir par des inquiétudes inutiles. Il insista sur l'importance de prendre du recul, notamment face aux nuisances sonores de la villa, qu'il considérait comme un facteur aggravant de son stress. Mais Thomas n'était pas convaincu. Pour lui, ces bruits n'étaient pas de simples désagréments. Ils avaient quelque chose de dérangeant, de presque intentionnel. Et surtout, un détail le troublait profondément. Ces phénomènes se produisaient uniquement lorsqu'il était seul.
Cette coïncidence, trop précise pour être ignorée, alimentait son malaise. Dans le même temps, à la villa des Kepler, une autre tension se cristallisait, portée par des soupçons de plus en plus difficiles à contenir. Vanessa, droite et déterminée, échangeait avec Ulysse sur les événements récents. Pour elle, les nuisances qui perturbaient la maison n'étaient pas le fruit du hasard. Elle était persuadée qu'Ophélie se trouvait derrière tout cela. Cette idée s'était imposée progressivement dans son esprit, nourrie par une méfiance déjà ancienne. Ophélie, avec son caractère imprévisible et son rapport ambigu à la famille, représentait à ses yeux une menace, un élément perturbateur qu'il fallait neutraliser. Vanessa voyait dans ces incidents une stratégie, un moyen de saboter la vente de la villa. Une manœuvre calculée, destinée à conserver un contrôle sur un lieu qui, pour elle, devait au contraire être libéré de toute influence toxique. Cette conviction, loin de s'atténuer, se renforçait à mesure que les événements se répétaient. Plus tard dans la journée, elle décida d'agir. Sans attendre, elle se rendit à l'atelier de couture d'Ophélie, déterminée à confronter directement celle qu'elle considérait comme responsable. L'atmosphère, dès les premières secondes, fut électrique, chargée d'une tension palpable. Ophélie, absorbée dans son travail, leva les yeux avec une surprise à peine dissimulée. Mais très vite, son regard se durcit, comme si elle pressentait la nature de cette visite. Vanessa, sans détour, entra dans le vif du sujet. Elle l'accusa ouvertement d'être à l'origine des nuisances sonores, d'orchestrer ces perturbations pour empêcher la vente. Face à ces accusations, Ophélie resta d'abord silencieuse, comme pour mesurer la portée de ce qui venait d'être dit. Puis, avec une calme inattendue, elle nia toute implication. Ce démenti, loin d'apaiser Vanessa, eut l'effet inverse. Elle y vit une provocation, une preuve supplémentaire de la duplicité d'Ophélie. La confrontation monta d'un cran. Vanessa, perdant peu à peu patience, changea de ton. Elle ne cherchait plus à comprendre, mais à imposer. Elle exigea qu'Ophélie cesse immédiatement ses agissements et lui demande de rendre les clés de la maison. Ce n'était plus une discussion, mais un ordre. Ophélie, cependant, ne céda pas. Elle maintint sa position, affirmant avec une assurance troublante qu'elle n'avait rien à voir avec ces événements. Cette résistance, inattendue, déstabilisa légèrement Vanessa, mais elle ne laissa rien paraître. C'est alors qu'elle posa un ultimatum. D'une voix froide, parfaitement maîtrisée, elle donna à Ophélie 24 heures pour rendre les clés. Passé ce délai, les conséquences seraient inévitables. Ce moment marqua un tournant, une ligne franchie qui rendait tout retour en arrière impossible. À cet instant, un silence pesant s'installa entre les deux femmes. Ce n'était pas simplement un désaccord, mais le début d'un affrontement ouvert, où chacune semblait prête à aller jusqu'au bout pour imposer sa vérité. Pendant ce temps, au Mistral, l'ambiance était tout autre, mais pas moins chargée d'une tension latente. Thomas, installé avec Aya et Charlie, tentait de mettre des mots sur ce qu'il vivait. Il racontait les phénomènes étranges dont il était témoin depuis son installation dans la villa. Son récit, précis et détaillé, captait l'attention de ses interlocutrices. Il évoquait les bruits inexplicables, les sensations inhabituelles, et surtout cette impression persistante de ne pas être seul. Ce qui le frappait le plus, c'était la régularité de ces événements, toujours déclenchés en son absence de toute compagnie. Aya, intriguée, posait des questions, cherchant à comprendre s'il pouvait y avoir une explication logique. Charlie, plus réservé, observait Thomas avec une certaine inquiétude, percevant dans son discours une part d'angoisse qu'il tentait de dissimuler. Malgré tout, Thomas tenta de désamorcer la situation en proposant un moment convivial. Il invita Aya et Charlie à venir prendre l'apéro, comme pour prouver que tout cela n'était peut-être qu'un mauvais enchaînement de coïncidences. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas si simple. La soirée s'annonçait calme, presque rassurante. Thomas et Gabriel, installés dans le salon, profitaient d'un moment de tranquillité, un verre à la main. L'ambiance était douce, propice à l'apaisement, comme si la présence de Gabriel suffisait à éloigner les ombres. Mais cette illusion de sérénité ne dura pas. Sans prévenir, un événement brutal vint briser cet équilibre fragile. Un bruit sec retentit contre la porte-fenêtre, attirant leur attention. En se retournant, ils découvrirent un oiseau mort, étendu juste devant eux. La scène était saisissante, presque irréelle. L'animal, immobile, semblait être tombé du ciel sans explication. Pendant quelques secondes, aucun des deux hommes ne parla, comme si le choc les avait figés. Puis, lentement, Thomas s'approcha, incapable de détourner le regard. Ce détail, aussi étrange que dérangeant, réveilla immédiatement toutes ses inquiétudes. Ce n'était plus seulement des bruits, des sensations vagues. Il y avait désormais un signe tangible, concret, impossible à ignorer.
quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison. Gabriel tenta, encore une fois, de rationaliser. Il évoqua une possible explication naturelle, un accident, un choc contre la vitre. Mais même lui semblait moins convaincu qu'auparavant, car l'accumulation de ces événements commençait à dépasser le simple cadre du hasard. Thomas, quant à lui, ne chercha plus à minimiser. Ce qu'il ressentait depuis le début prenait désormais une forme plus précise. Il se tourna vers Gabriel, le regard grave, et exprima ce qu'il n'avait jusque-là osé formuler clairement. Il avait l'impression qu'il y avait une présence dans cette maison. Pas une simple sensation passagère, mais quelque chose de réel, d'insistant, qui cherchait à se manifester. Ces mots, une fois prononcés, semblèrent donner une consistance à ses peurs. Un silence lourd s'installa entre eux. Ce n'était pas seulement une déclaration étrange, mais une porte ouverte vers une réalité qu'ils ne maîtrisaient pas. Et dans ce silence, chacun comprenait que ce qui se jouait dépassait largement une simple inquiétude passagère. Ainsi, tandis que certaines histoires se construisaient dans la douceur d'un premier baiser, d'autres plongeaient dans une zone d'ombre, où les certitudes vacillaient. Et au cœur de la villa des Kepler, quelque chose semblait s'éveiller, prêt à bouleverser bien plus que la tranquillité de ses habitants. À ce moment-là, une forme de déséquilibre invisible semblait s'installer dans chacune des histoires qui traversaient le Mistral, comme si les émotions, trop longtemps contenues, commençaient à chercher une issue, parfois douce, parfois brutale. Chez Léa, cette tension prenait une dimension particulièrement intime, presque douloureuse, car elle ne pouvait plus ignorer la contradiction qui grandissait en elle. Après sa conversation avec Babette, elle resta un long moment seule, assise dans un silence inhabituel, incapable de faire taire les pensées qui se bousculaient dans son esprit. Chaque souvenir d'Apolline revenait avec une précision troublante, son rire, ses gestes, la manière dont elle la regardait comme si rien d'autre n'existait. Et pourtant, au milieu de cette tendresse, une inquiétude persistait, diffuse mais tenace. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas l'intensité de ses sentiments, mais ce qu'ils impliquaient. Elle avait l'impression de perdre pied, de se laisser emporter dans une relation qui échappait à tout équilibre. L'amour, dans ce qu'il avait de plus beau, se transformait peu à peu en quelque chose de plus lourd, presque oppressant. En repensant aux paroles de sa mère, Léa comprit qu'il ne s'agissait pas de renier ce qu'elle ressentait, mais de se protéger. Elle avait toujours été guidée par une certaine lucidité, une capacité à prendre du recul même dans les moments les plus intenses. Mais cette fois, cette lucidité lui faisait mal, car elle la poussait vers une décision qu'elle n'était pas prête à assumer. Pendant ce temps, Apolline vivait une réalité totalement différente, presque à l'opposé de celle de Léa. Dans sa chambre, l'air semblait plus lourd, saturé par une tristesse qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Elle s'était effondrée dans les bras de Steve, laissant enfin sortir tout ce qu'elle retenait depuis trop longtemps. Ces mots, lorsqu'ils franchirent ses lèvres, n'étaient pas mesurés, ni réfléchis. Ils étaient bruts, sincères, portés par une détresse profonde. Elle avoua qu'elle était devenue dépendante de Léa, que sa présence lui était devenue indispensable, au point de ne plus pouvoir imaginer sa vie sans elle. Cette confession, loin de la soulager, semblait au contraire accentuer son désarroi. Steve l'écoutait en silence, conscient que ce qu'elle exprimait dépassait le simple cadre d'une histoire d'amour. Il percevait dans ses paroles une forme de fragilité, une peur de l'abandon qui allait bien au-delà de Léa elle-même. Et face à cette intensité, il se sentait démuni, incapable de trouver les mots justes pour apaiser cette souffrance. Il tenta malgré tout de lui rappeler qu'elle existait en dehors de cette relation, qu'elle avait sa propre valeur, indépendante de Léa. Mais ces mots semblaient glisser sur Apolline sans vraiment l'atteindre. Car pour elle, tout se résumait à ce lien, à cette présence qui donnait un sens à son quotidien. Dans le même temps, une autre forme de tension, plus sourde mais tout aussi inquiétante, continuait de se développer autour de la villa des Kepler. Thomas, malgré les tentatives de Gabriel pour le rassurer, ne parvenait pas à se défaire de cette impression étrange qui le poursuivait. Depuis l'épisode de l'oiseau mort, quelque chose avait changé. Ce n'était plus simplement une inquiétude diffuse, mais une certitude qui s'installait progressivement. Chaque bruit, chaque silence, chaque détail prenait une signification nouvelle, comme si la maison elle-même cherchait à lui transmettre un message. Gabriel, de son côté, s'efforçait de maintenir une approche rationnelle. Il refusait de céder à ce qu'il considérait comme une dérive de l'imagination. Pour lui, il existait forcément une explication logique à tout cela, même si elle ne leur apparaissait pas immédiatement. Pourtant, au fond de lui, un doute commençait à s'insinuer. Il observait Thomas avec attention, conscient que son état émotionnel jouait un rôle important dans sa perception des événements. Mais il ne pouvait ignorer que certains faits échappaient à toute explication simple.
Et cette accumulation, même pour lui, devenait difficile à écarter complètement. Dans la villa, l'atmosphère semblait s'alourdir à mesure que la soirée avançait. Les murs, habituellement silencieux, semblaient résonner d'une présence imperceptible. Ce n'était pas un bruit identifiable, ni un phénomène concret, mais plutôt une sensation diffuse, comme un regard invisible posé sur eux. Thomas, assis dans le salon, tentait de rester calme, mais son esprit ne cessait de revenir à cette idée, il n'était pas seul. Cette conviction, irrationnelle en apparence, s'imposait à lui avec une force troublante. Et plus il essayait de l'ignorer, plus elle prenait de place. Pendant ce temps, Vanessa, de son côté, ne pensait qu'à Ophélie. L'ultimatum qu'elle lui avait posé résonnait encore dans son esprit, comme une décision nécessaire, presque inévitable. Elle était convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait, même si une part d'elle savait que cette confrontation ne faisait qu'ouvrir un conflit plus profond. Elle repassait mentalement chaque détail de leur échange, cherchant à déceler un signe, une faille, quelque chose qui confirmerait ses soupçons. Mais Ophélie avait été trop calme, trop sûre d'elle, et cette assurance la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans son atelier, Ophélie, elle aussi, restait marquée par cette confrontation. Elle n'était pas du genre à se laisser impressionner facilement, et pourtant, l'attitude de Vanessa avait laissé une trace. Ce n'étaient pas tant les accusations qui l'avaient atteinte, mais la violence froide avec laquelle elles avaient été formulées. Elle se sentait injustement ciblée, enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Et cette sensation d'être jugée, condamnée sans preuve, réveillait en elle une colère sourde. Mais au lieu de l'exprimer, elle choisit de la contenir, de la transformer en détermination. Dans le silence de son atelier, elle continua de travailler, ses gestes précis, presque mécaniques. Mais derrière cette apparente tranquillité, son esprit restait en alerte, conscient que les prochaines heures seraient décisives. L'ultimatum de Vanessa n'était pas une simple menace, mais une étape vers quelque chose de plus grave. Au Mistral, la vie continuait malgré tout, portée par des conversations légères, des rires, des échanges quotidiens. Mais même dans cette apparente normalité, une tension sous-jacente persistait, comme un fil invisible reliant toutes ces histoires. Morgane, de son côté, ne parvenait pas à se détacher de ce qu'elle avait vécu sur la plage. Chaque détail du moment passé avec Baptiste revenait à elle avec une intensité particulière, comme si son esprit refusait de laisser ce souvenir s'effacer. Elle repensait à ce baiser, à la manière dont il avait brisé toutes ses résistances. Elle avait toujours été prudente, mesurée, refusant de se laisser emporter trop vite. Mais cette fois, elle avait l'impression d'avoir franchi une limite, d'avoir laissé quelque chose d'essentiel s'exprimer. Cette prise de conscience la troublait, mais ne l'effrayait pas. Au contraire, elle y trouvait une forme d'excitation, une promesse d'inattendu qui lui donnait envie d'avancer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se surprenait à attendre quelque chose, à espérer une suite. Ainsi, tandis que certains se débattaient avec des choix difficiles et des émotions douloureuses, d'autres découvraient la possibilité d'un nouveau départ. Mais derrière ces trajectoires opposées, une même question semblait se dessiner. Jusqu'où chacun était-il prêt à aller pour défendre ce qu'il ressentait? Et dans l'ombre de la villa des Kepler, cette question prenait une dimension plus inquiétante encore, comme si les réponses à venir allaient bouleverser bien plus que de simples histoires de cœur. Dans le même temps, la nuit semblait s'installer différemment sur la villa des Kepler, comme si chaque ombre prenait une consistance nouvelle, presque oppressante. Thomas, assis face à la baie vitrée, observait l'extérieur avec une attention inhabituelle, incapable de détourner son regard de ce point précis où l'oiseau était tombé quelques heures plus tôt. Ce détail, insignifiant pour certains, avait pris pour lui une dimension presque symbolique. Il repassait sans cesse la scène dans son esprit, cherchant à lui donner un sens logique, mais chaque tentative se heurtait à la même conclusion, rien n'était cohérent. Plus il y pensait, plus il avait l'impression que cet événement s'inscrivait dans une suite de signes qu'il ne parvenait pas encore à décoder. Cette impression d'être confronté à quelque chose qui lui échappait totalement le déstabilisait profondément. Gabriel, installé non loin de lui, faisait tout pour maintenir une atmosphère normale, presque apaisante. Il parlait de sujets anodins, tentait de ramener Thomas à des préoccupations concrètes, mais il sentait bien que ses efforts restaient en surface. Une distance invisible s'était installée entre eux, non pas émotionnelle, mais liée à une perception différente de la réalité. Thomas ne remettait pas en question l'amour ni la présence de Gabriel, mais il se sentait seul face à ce qu'il vivait. Cette solitude n'était pas physique, mais intérieure, comme si personne ne pouvait réellement comprendre ce qu'il ressentait. Et cette sensation, loin de s'atténuer, semblait s'intensifier à mesure que la nuit avançait. À cet instant précis, un silence inhabituel s'abattit sur la maison.
Ce n'était pas le silence apaisant d'une nuit ordinaire, mais un calme presque pesant, chargé d'une tension difficile à expliquer. Même Gabriel, pourtant attaché à des explications rationnelles, sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si son corps réagissait avant son esprit. Puis, sans prévenir, un léger bruit se fit entendre, presque imperceptible, mais suffisant pour capter toute leur attention. Thomas se redressa immédiatement, le regard fixé vers l'origine du son, tandis que Gabriel tendait l'oreille, cherchant à identifier ce qui venait de se produire. Mais le silence revint aussitôt, laissant place à une attente angoissante. Ce genre d'instant, suspendu entre réalité et imagination, était précisément ce qui perturbait le plus Thomas. Il ne pouvait ni prouver ce qu'il ressentait, ni l'ignorer complètement. Et cette incertitude le plaçait dans une position inconfortable, où chaque sensation devenait suspecte, chaque détail potentiellement significatif. Pendant ce temps, ailleurs, une autre forme de tension atteignait son point de rupture. Léa, après avoir longuement réfléchi, comprenait qu'elle ne pouvait plus rester dans cet entre-deux. La discussion avec sa mère avait agi comme un révélateur, mettant en lumière une vérité qu'elle refusait jusque-là d'affronter. Elle aimait Apolline, cela ne faisait aucun doute. Mais cet amour, au lieu de la construire, semblait la déséquilibrer. Elle avait besoin de retrouver une forme de stabilité, de reprendre le contrôle de ses émotions. Et pour cela, une décision s'imposait, aussi douloureuse soit-elle. Ce moment de lucidité ne lui apporta pas de soulagement immédiat, bien au contraire. Il s'accompagnait d'une tristesse profonde, presque écrasante. Car choisir de mettre fin à cette relation, c'était accepter de perdre une partie d'elle-même, une part de bonheur qu'elle n'était pas prête à abandonner. Apolline, de son côté, continuait de s'accrocher à une réalité qui risquait de s'effondrer sans qu'elle en ait conscience. Dans son esprit, leur histoire était encore pleine de promesses, portée par les gestes récents de Léa, par ce baiser qui lui semblait être une preuve incontestable de leurs sentiments. Elle repensait à ce moment avec une intensité presque douloureuse, comme si elle cherchait à en extraire chaque émotion, chaque nuance. Pour elle, ce baiser n'était pas une hésitation, mais une confirmation. Et cette interprétation, aussi sincère soit-elle, la plaçait dans une position de plus en plus fragile. Steve, toujours présent à ses côtés, observait cette évolution avec inquiétude. Il percevait clairement le décalage entre ce qu'Apolline ressentait et ce qui se préparait du côté de Léa. Mais comment lui faire comprendre sans la blesser davantage? Cette question le hantait, le laissant dans une position délicate, presque impossible. Dans la villa des Kepler, la tension continua de monter, atteignant un niveau où même les explications rationnelles perdaient de leur force. Thomas, incapable de rester immobile, se leva et se dirigea vers la porte-fenêtre, comme attiré par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Il observa longuement l'extérieur, cherchant un signe, une présence, quelque chose qui pourrait justifier ce qu'il ressentait. Mais il n'y avait rien, du moins en apparence. Et pourtant, cette absence même renforçait son malaise, comme si ce qu'il cherchait se trouvait précisément au-delà de ce qu'il pouvait voir. Gabriel le rejoignit, posant une main rassurante sur son épaule. Ce geste, simple mais sincère, ramena Thomas à une réalité plus tangible. Il n'était pas seul, même si ce qu'il vivait lui donnait parfois cette impression. Et malgré leurs différences d'interprétation, Gabriel restait un point d'ancrage essentiel. Dans un effort pour retrouver un semblant de normalité, ils décidèrent de ne pas s'attarder davantage sur cet événement. Mais au fond d'eux, ils savaient que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement une accumulation de faits étranges, mais une atmosphère, une sensation qui s'était installée durablement. Au même moment, Vanessa, dans le calme apparent de son environnement, poursuivait sa réflexion avec une détermination froide. L'ultimatum donné à Ophélie n'était pas une simple impulsion, mais une stratégie réfléchie. Elle voulait reprendre le contrôle, imposer ses règles, éliminer toute source de perturbation. Elle ne doutait pas de sa décision, mais une question persistait malgré tout. Et si elle se trompait? Cette pensée, fugace mais tenace, s'imposait parfois à elle, avant d'être immédiatement repoussée. Pour Vanessa, reconnaître une erreur aurait été une faiblesse, et elle refusait de s'y abandonner. Ophélie, de son côté, vivait cette situation comme une injustice profonde. Elle n'avait rien fait, et pourtant, elle se retrouvait accusée, menacée, mise à l'écart. Cette incompréhension nourrissait en elle une colère silencieuse, une envie de prouver qu'elle n'était pas celle que Vanessa décrivait. Mais au-delà de cette colère, il y avait aussi une inquiétude. Car elle comprenait que ce conflit ne se limiterait pas à un simple échange de mots. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus dangereux, qui se jouait, et elle en faisait désormais partie, qu'elle le veuille ou non. Ainsi, tandis que la nuit avançait,
Chaque personnage semblait avancer sur une ligne fragile, où le moindre pas pouvait tout faire basculer. Les sentiments, les peurs, les certitudes, tout se mêlait dans un équilibre précaire, prêt à céder à la moindre secousse. Et dans cet enchevêtrement d'émotions et de tensions, une chose devenait de plus en plus claire, ce qui se préparait ne serait pas sans conséquences, et personne ne sortirait indemne de ce qui allait suivre. Pendant ce temps, l'aube semblait encore lointaine pour certains, comme si la nuit refusait de céder sa place, maintenant chacun dans une forme de tension prolongée. À la villa des Kepler, Thomas n'avait pratiquement pas dormi. Allongé sans vraiment trouver le repos, il avait laissé ses pensées tourner en boucle, incapable de se détacher de cette impression persistante qui s'accrochait à lui. Chaque bruit, même le plus infime, le faisait sursauter. Le craquement du bois, le souffle du vent contre les vitres, tout prenait une dimension démesurée. Il avait l'impression que la maison respirait d'une manière étrange, comme si elle possédait une vie propre, indépendante de ses habitants. Et cette sensation, loin de s'atténuer avec le temps, semblait au contraire s'intensifier. Gabriel, en revanche, tentait de maintenir une forme de normalité, même si lui aussi avait été marqué par les événements de la veille. Il ne voulait pas céder à une peur irrationnelle, mais il ne pouvait nier que quelque chose le dérangeait. Cette accumulation de faits, aussi isolés soient-ils, commençait à former un ensemble difficile à ignorer. Au petit matin, il observa Thomas avec attention, percevant dans ses traits tirés une fatigue bien plus profonde que celle d'une simple nuit agitée. Il comprenait que la situation dépassait désormais le cadre d'un stress passager. Il y avait une inquiétude réelle, presque viscérale, qu'il ne pouvait plus balayer d'un simple raisonnement logique. Thomas, de son côté, n'essayait même plus de masquer ce qu'il ressentait. Il avait atteint un point où ses certitudes, même fragiles, lui semblaient plus fiables que toute explication rationnelle. Pour lui, quelque chose se passait dans cette maison, et il ne pouvait plus faire semblant de l'ignorer. Dans le même temps, une autre échéance approchait inexorablement. L'ultimatum de Vanessa continuait de peser sur Ophélie, comme une menace suspendue au-dessus de sa tête. Les 24 heures qu'elle lui avait accordées n'étaient pas seulement un délai, mais une pression constante, un rappel de la confrontation à venir. Ophélie, fidèle à elle-même, refusait de céder à la panique. Pourtant, dans le silence de son atelier, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à chaque mot échangé avec Vanessa. Cette certitude avec laquelle elle avait été accusée, cette froideur dans le ton, tout cela révélait une hostilité bien plus profonde qu'un simple désaccord. Elle savait que rendre les clés ne résoudrait rien. Ce serait reconnaître une faute qu'elle n'avait pas commise, accepter une version des faits qu'elle refusait catégoriquement. Mais en même temps, s'opposer frontalement à Vanessa signifiait entrer dans un conflit dont elle ne maîtrisait pas toutes les conséquences. Cette hésitation, inhabituelle chez elle, traduisait l'importance de la décision à prendre. Ce n'était pas seulement une question de logement ou de propriété, mais une question de dignité, de positionnement face à une autorité qui cherchait à l'écraser. Pendant ce temps, au Mistral, la vie continuait avec son rythme habituel, mais les tensions sous-jacentes restaient bien présentes. Morgane, malgré l'apparente légèreté de sa situation, se retrouvait elle aussi face à une forme d'incertitude. Le souvenir de son moment avec Baptiste ne la quittait pas. Ce baiser, aussi bref qu'intense, avait bouleversé quelque chose en elle. Mais au-delà de cette émotion, une question persistait. Que signifiait réellement ce geste pour lui ? Elle savait que Baptiste était père, que sa vie était déjà complexe, structurée autour de responsabilités qu'elle ne pouvait ignorer. Et cette réalité, aussi évidente soit-elle, venait tempérer son enthousiasme, l'obligeant à garder une certaine distance. Pourtant, malgré ses doutes, elle ne pouvait nier l'évidence, elle avait envie de le revoir. Cette envie, simple en apparence, représentait pour elle un pas important, presque risqué. Car elle savait qu'en s'engageant dans cette direction, elle s'exposait à une possible déception. De son côté, Baptiste vivait lui aussi ce moment avec une intensité particulière. Occupé par la santé de Mathis, il n'avait pas eu le temps de réellement analyser ce qu'il avait ressenti. Mais dans les moments de calme, son esprit revenait inévitablement à cette scène sur la plage. Il repensait à la manière dont Morgane l'avait regardé, à cette complicité qui s'était installée sans qu'il s'en rende compte. Et pour la première fois depuis longtemps, il se surprenait à envisager quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas lié à son passé, mais à un présent encore incertain. Dans un autre registre, Léa continuait de lutter avec elle-même. La décision qu'elle avait prise n'était pas encore concrétisée, mais elle occupait désormais tout son esprit. Chaque instant passé à retarder l'inévitable rendait la situation plus difficile. Elle savait qu'elle devait parler à Apolline, mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, mais elle redoutait ce moment.
car elle connaissait déjà la réaction de la jeune femme, et cette anticipation suffisait à la paralyser. Apolline, quant à elle, restait enfermée dans une vision de leur relation qui ne correspondait plus à la réalité. Elle continuait de s'accrocher aux signes positifs, aux gestes récents, refusant de voir ce qui se préparait. Cette différence de perception créait un déséquilibre profond, presque inévitable. Et plus le temps passait, plus ce décalage risquait de provoquer une rupture brutale, difficile à réparer. Steve, témoin de cette situation, se retrouvait une fois de plus dans une position délicate. Il comprenait les deux côtés, percevait les enjeux, mais ne pouvait intervenir sans risquer d'aggraver les choses. Cette impuissance, frustrante, le poussait à rester en retrait, tout en restant attentif. Ainsi, tandis que chacun avançait avec ses propres doutes, ses propres peurs, une forme de convergence semblait se dessiner. Les histoires, pourtant distinctes, commençaient à se rapprocher, comme si un même point de bascule les attendait. Et au centre de tout cela, la villa des Kepler restait le point le plus inquiétant, celui où l'invisible semblait vouloir devenir visible, où les sensations prenaient le pas sur les certitudes. Ce lieu, chargé de tensions et de secrets, apparaissait désormais comme un élément clé, un catalyseur de ce qui était en train de se jouer. Dans cette atmosphère lourde, une question persistait, silencieuse mais obsédante. Jusqu'où ces tensions allaient-elles mener chacun d'eux? Et surtout, qui serait prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit? Car il devenait de plus en plus évident que ce qui se préparait ne se limiterait pas à de simples conflits émotionnels, mais pourrait bien révéler quelque chose de bien plus profond, de bien plus dérangeant, capable de bouleverser l'équilibre fragile de tous ceux qui s'y trouvaient mêlés. À ce moment-là, tout semblait prêt à basculer, comme si les fils invisibles reliant chaque destin s'étaient tendus au maximum, attendant le moindre mouvement pour céder. Dans la villa des Kepler, l'atmosphère avait changé, imperceptiblement d'abord, puis de manière plus évidente, comme si la maison elle-même s'imposait désormais comme un personnage à part entière, porteur d'un mystère que personne ne parvenait encore à nommer. Thomas, debout au milieu du salon, ressentait cette tension dans chaque fibre de son corps. Ce n'était plus seulement une inquiétude, ni même une peur diffuse. C'était une certitude intime, viscérale, qui s'était installée en lui au fil des événements. Il n'essayait plus de convaincre Gabriel, ni de se convaincre lui-même. Il savait, au plus profond de lui, que quelque chose n'allait pas. Cette conviction, loin de l'apaiser, le plaçait dans un état de vigilance permanente. Il observait chaque détail, chaque mouvement, comme s'il cherchait à anticiper ce qui allait suivre. Et dans cette attente, le moindre signe devenait une preuve supplémentaire que son ressenti n'était pas une illusion. Gabriel, de son côté, continuait de lutter contre cette idée. Il refusait d'abandonner toute logique, toute rationalité, car cela reviendrait à accepter une réalité qu'il ne maîtrisait pas. Pourtant, face à l'intensité de Thomas, face à la cohérence troublante de ce qu'il décrivait, ses certitudes commençaient à se fissurer. Il comprenait que ce qui se jouait dépassait désormais la simple question des nuisances sonores. Il y avait une dimension plus profonde, plus troublante, qui échappait à toute explication médicale ou scientifique. Et cette prise de conscience, même partielle, le mettait dans une position inconfortable, où il devait accepter de ne pas tout comprendre. Dans le même temps, ailleurs, une autre rupture se préparait, plus silencieuse mais tout aussi inévitable. Léa, après avoir longuement hésité, comprenait qu'elle ne pouvait plus reculer. Chaque minute passée à retarder l'échéance ne faisait que renforcer la douleur à venir. Elle repensait à Apolline, à leur complicité, à cette manière qu'elle avait de s'accrocher à elle comme à une évidence. Et cette image, loin de la rassurer, accentuait son malaise. Car elle savait désormais que ce lien, aussi fort soit-il, n'était pas équilibré. Ce n'était pas un manque d'amour qui la poussait à prendre cette décision, mais au contraire, une forme de lucidité douloureuse. Elle comprenait que continuer dans ces conditions reviendrait à alimenter une dépendance qui finirait par les détruire toutes les deux. Apolline, quant à elle, continuait d'avancer dans une réalité qui n'était déjà plus la bonne. Elle se raccrochait aux derniers instants partagés, à ce baiser qui, pour elle, représentait une promesse. Elle ne voyait pas les signes, ou refusait de les voir, car les accepter aurait été trop difficile. Dans son esprit, leur histoire n'était pas en danger, elle était simplement en attente. Et cette certitude, aussi fragile soit-elle, lui permettait de tenir, de continuer à croire que tout allait s'arranger. Mais cette illusion, en se prolongeant, ne faisait que rendre la chute plus brutale. Steve, témoin impuissant de cette situation, sentait que quelque chose allait se briser. Il ne savait pas exactement quand, ni comme, mais il percevait clairement l'inévitable. Et face à cela, il ne pouvait qu'attendre, espérant que la réalité ne serait pas trop violente pour Apolline.
Dans un autre registre, Morgane, elle, avançait vers quelque chose de nouveau, mais non sans une certaine appréhension. Ce qu'elle ressentait pour Baptiste était réel, profond, et cela suffisait à la troubler. Elle n'était pas habituée à cette perte de contrôle, à cette manière qu'avaient ses émotions de s'imposer à elle. Elle repensait à leurs moments sur la plage, à cette simplicité, à cette évidence qui s'était installée sans qu'elle s'en rende compte. Et malgré ses doutes, malgré les questions qui restaient sans réponse, elle ne pouvait nier qu'elle avait envie de poursuivre dans cette direction. Baptiste, de son côté, se retrouvait lui aussi à un tournant. Sa vie, déjà complexe, ne lui laissait que peu de place pour l'imprévu. Et pourtant, Morgane s'était imposée dans son quotidien avec une facilité déconcertante, bouleversant un équilibre qu'il croyait stable. Il comprenait que ce qu'il ressentait n'était pas anodin, mais il savait aussi que s'engager dans cette relation impliquerait des choix, des ajustements, peut-être même des sacrifices. Et cette perspective, loin de le freiner, l'obligeait à réfléchir, à prendre conscience de ce qu'il était prêt à construire. Pendant ce temps, Vanessa, fidèle à elle-même, restait ancrée dans une logique de contrôle. L'ultimatum qu'elle avait posé n'était pas une simple réaction impulsive, mais une manière de reprendre le pouvoir dans une situation qu'elle jugeait incontrôlable. Elle attendait la réaction d'Ophélie avec une détermination froide, convaincue que cette dernière finirait par céder. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un conflit personnel, mais d'une question d'ordre, de hiérarchie, de légitimité. Elle refusait de laisser une situation lui échapper. Ophélie, cependant, n'était pas prête à se soumettre. Elle ressentait profondément l'injustice de ce qui lui arrivait, et cette sensation nourrissait en elle une résistance inattendue. Elle savait que céder reviendrait à accepter un rôle qui ne lui correspondait pas. Cette opposition, encore silencieuse, portait en elle les germes d'un affrontement plus direct, plus violent. Et chacun, à sa manière, se préparait à ce moment, même sans en avoir pleinement conscience. Ainsi, toutes ces histoires, aussi différentes soient-elles, convergeaient vers un même point de tension. L'amour naissant, la dépendance affective, la peur de l'inconnu, le besoin de contrôle, tout se mêlait dans un équilibre fragile, prêt à se rompre à tout instant. Et au cœur de cette convergence, une certitude s'imposait peu à peu. Rien ne resterait tel que c'était. Les choix à venir, les décisions prises, allaient transformer les relations, révéler les failles, et peut-être même faire émerger des vérités que chacun préférait ignorer. Dans la villa des Kepler, Thomas, regardant à nouveau vers la porte-fenêtre, sentit cette présence, plus forte que jamais. Ce n'était plus une simple impression, mais une réalité qu'il ne pouvait plus nier. Et dans un souffle presque inaudible, il formula ce qu'il ressentait depuis le début. Il n'était pas seul. Et cette phrase, suspendue dans le silence, résonna comme le point de départ de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus inquiétant, qui dépassait largement ce qu'ils étaient prêts à affronter.